Quand on s'engage pour les autres et puis on se nourrit finalement des autres personnes, de leur savoir, de leur culture. Ces expériences nous enrichissent, qu'on le veuille d'une manière ou d'une autre, que ce soit du succès ou bien des flops certaines fois. Mais en tout cas, ces expériences nous enrichissent, elles nous permettent de mieux gérer nos émotions, de mieux gérer notre temps, de mieux gérer notre stress. Et puis on apprend toujours, on peut avoir n'importe qui en face de vous, à côté de vous, vous apprenez toujours quelque chose, tout le temps. Et puis ça, finalement, ça vous donne une énergie pour le quotidien, parce que vous voyez, vous partagez des problèmes, des soucis, mais vous trouvez aussi des solutions grâce aux autres ou avec les autres. Combien de fois, lors d'une réunion ou d'une manifestation, d'une séance, d'un événement où on se met finalement à disposition, où on va croire que c'est nous qui nous mettons à disposition, puis à la fin on en ressort en disant mais finalement c'est moi qui est reçu, c'est véritablement pas... la vie n'est pas une histoire d'argent du début jusqu'à la fin, en tout cas pas. Salut Romain. Bonjour Maxime. Plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le podcast In Progress. Je commence toujours par présenter mes invités. Tu me diras si j'oublie quelque chose à la fin. Romain Castella, tu es directeur de l'interprofession du Vacherin fribourgeois, qui a pour mission de promouvoir le vacherin fribourgeois AOP, de soutenir ses membres, de gérer la quantité et la qualité du produit. Avant cela, tu étais directeur de Terroir Fribourg. Tu es aussi quelqu'un qui a toujours été investi, entre autres en politique, où tu as intégré le Grand Conseil entre 2011 et 2016. Tu participes activement à la vie associative de la région. Pour n'en citer qu'une, ancien président de la Jeune Chambre internationale de la Gruyère, association qui est à l'origine de la co-création du comptoir gruyérien, transition toute trouvée. Tu es actuellement le directeur du comptoir gruyérien qui aura lieu en 2026. Justement, grand rendez-vous économique de notre région. Tu as choisi cette voie pour te mettre au service de la région, comme à tes habitudes, on dira. Rencontrer des gens, apprendre et transmettre. Tes valeurs profondes sont d'entreprendre avec le cœur, d'avancer avec conviction et tu crois en la force du collectif. Tout à fait. Est-ce que j'oublie quelque chose pour te présenter? Non, c'est assez clair et c'est vrai que la transition sur le prochain comptoir gruyérien qui aura lieu en 2026, mais aussi le croire en la force collective d'arriver à des résultats, résume assez bien mon parcours finalement. C'est le fil rouge depuis presque toujours, en tout cas depuis le jour où je suis rentré dans la vie active, parce que j'ai toujours été au service d'un groupe finalement, et j'ai jamais été en mon nom seul finalement. La force d'un événement, d'une organisation ou bien d'un certain nombre de résultats. Il y a toujours eu un groupe derrière, que ce soit professionnel ou disons associatif, bénévole, peu importe, mais il y a toujours eu un groupe et j'ai toujours eu finalement cette fibre d'être un moteur, si j'ose dire comme ça, si on a pu l'être, en tout cas quelques fois, mais pour arriver à un résultat, et puis c'est toujours un petit peu ce résultat collectif qui m'a plu par le passé, dès le plus jeune âge, on peut dire. Peut-être pour parler aujourd'hui, on va aborder plusieurs thématiques. J'essaie de les énumérer parce que c'est quelque chose qu'on me demande maintenant dans le podcast, c'est d'énumérer un petit peu les thématiques du jour. On va parler un peu de ton parcours, de tes motivations. Justement, on va pas mal parler du comptoir gruyérien aujourd'hui. C'est vraiment aussi un peu ton actualité. Du coup, le comptoir gruyérien, ce sera un gros morceau du podcast. C'est hyper intéressant. C'est une des plus grosses manifestations qu'on a dans le district de la Gruyère. On parlera aussi de tes engagements, de pourquoi tu fais tout ça. Tu viens d'y répondre un petit peu, mais qu'est-ce qui te motive au final à t'investir autant? Et puis, on parlera aussi un petit peu du futur, de la région, du comptoir, entre autres. Et voilà. Peut-être pour commencer, comment on arrive à la direction d'une manifestation comme le comptoir gruyérien? Alors, c'est pas hasard, on peut pas dire ça ainsi, mais je pense qu'il y a absolument personne qui met dans son plan de carrière une fois, peut-être que je pourrais être directeur d'une manifestation comme celle-ci, parce qu'il faut savoir, le directeur comme l'ensemble des membres du comité d'organisation sont bénévoles. Donc il n'y a pas une volonté ici de s'enrichir ou de finalement d'évoluer dans une entreprise avec un poste tel que celle-ci. En plus, il faut le dire, c'est que
À chaque édition, dans les statuts, il est prévu que le comité est entièrement dissous. Donc, ça veut dire qu'on est élu Ok. que pour une manifestation. De nombreuses fois, les membres sont reconduits ou une part des membres sont reconduits d'une fois à l'autre, mais ça permet aussi de quitter sans trop, finalement, d'histoire, si j'ose dire comme ça, et puis d'éviter aussi que les gens s'éternisent à des postes où, finalement, on doit aussi donner beaucoup de son temps libre, beaucoup de son énergie, quelquefois peut-être aussi quelques amertumes, parce qu'on doit, comme dans toute organisation, régler quelques soucis. Donc, ça permet aux choses de se changer. Je suis pour ma part le 5e directeur du comptoir depuis 1987. Donc, presque tous les directeurs ont fait entre 2 et 3 éditions avec leur propre comité. Alors, on le devient parce qu'à un moment donné, on a certainement l'âge ou l'expérience et peut-être aussi la position professionnelle qui nous fait qu'on peut encore prendre un petit peu de temps sur nous. C'est clair que pour ma part, j'avais aussi quelques tâches, quelques engagements, on va dire, extra-professionnels qui étaient à terme. Et puis là, j'avais un petit peu moins d'engagement ces quelques dernières années pour le collectif, donc ça me permettait d'avoir un peu de temps pour ça. Puis il faut dire aussi, c'est que j'ai depuis très longtemps depuis très nombreux comptoirs, été assez proche finalement de l'organisation d'une manière ou d'une autre. Déjà à l'époque, pour la présence de l'agriculture, des produits du terroir notamment, et puis plus tard avec la Jeune Chambre internationale, je crois que j'ai dû faire quand même 3 comptoirs avec l'organisation de la Jeune Chambre, et puis le dernier en tant que responsable, co-responsable avec Johan Bussard. Ouais. Où on a chaque année justement la chance d'avoir une présence avec la Jeune Chambre justement, parce que du coup effectivement ça a été co-créé. Moi je vais faire mon 2e comptoir justement avec l'association. C'est vrai que c'est toujours des jours qui sont fantastiques à vivre. Alors beaucoup d'investissements, on va y revenir, bénévoles. Et ça je pense que c'est une flamme. C'était une de mes premières questions, c'est est-ce que tu arrives toujours à avoir la flamme du bénévolat après toutes ces années, parce qu'effectivement c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissements hors professionnel. Comme tu as dit, ça ne met pas du beurre dans les épinards à la maison, et puis c'est beaucoup d'investissements. Mais il faut dire aussi que sans ces investissements, typiquement toi et moi, on ne se serait jamais rencontrés. Totalement. Et c'est aussi, je pense, c'est là peut-être la richesse de s'investir, on va dire, bénévolement. Donc ça, je ne sais pas, après toutes ces années, ce que tu penses de cet investissement? Eh bien, moi, j'ai toujours fonctionné avec certaines fois des pauses. C'est-à-dire que quand on s'engage pour les autres, et puis on se nourrit finalement des autres personnes, de leur savoir, de leur culture, ces expériences nous enrichissent, qu'on le veuille d'une manière ou d'une autre, que ce soit du succès ou bien des flops certaines fois. Mais en tout cas, ces expériences nous enrichissent, elles nous permettent de mieux gérer nos émotions, de mieux gérer notre temps, de mieux gérer notre stress. Et puis on apprend toujours. Vous pouvez avoir n'importe qui en face de vous, à côté de vous, vous apprenez toujours quelque chose, tout le temps. Et puis ça, finalement, ça vous donne une énergie pour le quotidien, parce que vous voyez que vous partagez des problèmes, des soucis, mais vous trouvez aussi des solutions grâce aux autres ou avec les autres. Combien de fois lors d'une réunion ou d'une manifestation, d'une séance, d'un événement où on se met finalement à disposition, où on va croire que c'est nous qui nous mettons à disposition, puis à la fin on en ressort en disant mais finalement c'est moi qui est reçu, c'est véritablement pas la vie n'est pas une histoire d'argent du début jusqu'à la fin, en tout cas pas. Et puis je pense que faire les choses par passion, puis d'y trouver un intérêt sans penser à l'argent, permet justement d'entretenir cette flamme, parce que c'est une flamme quand il n'y a pas l'enjeu de gagner, ou bien de vouloir paraître, ou d'être, etc., ou d'être le seul, ou bien d'être... permet quand même j'ai envie de parler d'une émotion saine. Une émotion où on n'a pas l'impression... Pas dirigée. Non, on n'a pas l'impression que parce qu'on a fait... Il n'y a personne qui vous est redevable, vous non plus, c'est quelque chose... On est tous ensemble, et on a cette émotion ensemble, où on dit on a réussi, on a fait un projet, on est content de nous, etc. Et puis qu'il n'y a pas cet aspect finalement, comme avoir motivé dans l'aspect entrepreneurial d'une entreprise, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a la récompense financière qui est souvent quand même ici...
préoccupante pour les collaborateurs et collaboratrices. Mais là, quand tout est clair dès le début, on va rien gagner, on va pas partir en voyage, on va pas s'acheter de nouvelles bagnoles à la fin, on va juste avoir quelques cheveux gris de plus. Mais pour moi, tu soulèves un point qui est hyper important, c'est effectivement tu viens de faire une comparaison avec les entreprises, mais il y a quand même des similitudes parce que effectivement, dans les galères, des fois, c'est un peu dur de voir le bout du tunnel quand tu organises des manifestations en plus autant lourdes que typiquement le comptoir, mais il y en a d'autres qui sont plus petites. Mais c'est vrai que le résultat, au final, même si ça se passe sur une journée, sur 10 jours ou sur même 5 heures, potentiellement le résultat du collectif bénévole, justement, c'est vrai que ça amène une force. Ça transcende au final aussi pourquoi on le fait, pour qui on l'a fait. Et ça, c'est vrai que c'est souvent des émotions on se rappelle à vie, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment magnifique, ouais. Je poursuis sur une question d'ordre général, parce que tu as aussi fait t'as été directeur, tu es directeur, tu as fait de la politique, tu t'es investi dans des associations, et puis tu as aussi eu une rencontre décisive avec un monsieur qui s'appelle Jean-Nicolas Filippona. Je ne sais pas si tu peux le considérer comme une forme de mentor ou quelque chose comme ça, mais tu me disais justement que c'est quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré dans cette envie alors en l'occurrence de faire la politique, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a transmis aussi ce côté au final d'être mentoré ou d'avoir quelqu'un qui te donne un petit peu l'exemple? Ça, c'est quelque chose sur lequel tu as quelque chose à dire ou t'exprimer? Ouais. Ce que je peux dire, c'est que quand vous êtes jeune, vous lancez là dans la vie active, vous avez finalement pas l'expérience, vous êtes pas terminé. Vous êtes encore à l'état conceptuel, vous avez bien 2 jambes, 2 bras et puis un cerveau plus ou moins qui fonctionne. Vous avez certainement fait quelques études ou bien quelques formations, mais vous avez besoin d'être inspiré. Ouais. Alors, il y en a qui sont inspirés par des personnes finalement très populaires, qui suivent sur des réseaux, bien sûr. Des grands sportifs ou bien des gens de la culture et j'en passe. Et puis des fois, il y a des gens qui sont très proches de vous finalement et puis qui tout d'un coup vous dites, en discutant avec ces personnes, dites mais ça c'est les paroles que cet homme, que cette femme prononce me parlent complètement. Je me retrouve en ce qu'il pense, en ce qu'il dégage, etc. C'est un petit peu d'une manière naturelle. Et puis Jean-Nicolas Filippona, il faut dire que plus de 40 ans nous séparaient d'âge. Ouais. Et donc, ça veut dire pas du tout la même génération. On ne se connaissait pas, là, avant que je rentre dans la vie active. Et puis, la première fois où j'ai eu vraiment une étincelle, je peux vraiment le dire comme ça, c'était, je pense que je devais avoir 22 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais remplacé... en tant que stagiaire, une personne là, de Fribourg pour organiser un marché, je pense pour la Bénichon, mais je ne sais plus quoi, à Bulle. Et puis, ce jour-là, les responsables qui auraient dû faire ça n'étaient pas présents, avaient des vacances, je ne sais pas quoi. Et puis, le président qui était dans cette organisation était Jean-Nicolas Filippona. Puis lui vient faire un tour, je ne connaissais pas. Et puis, on se présente, et puis, enfin, on ne se connaissait pas plus que de savoir, lui et moi, qu'on existait. Et puis, il se présente, puis là, il me dit « j'ai su que tu avais été d'accord de venir faire ça ce week-end. » C'était le week-end. C'est vraiment sympa parce que je crois que dans la maison, quand ils ont demandé l'autre jour qui c'est qui voulait bien aller un samedi trouver des bénévoles pour les monter un marché à Bulle, il n'y avait pas grand monde de disponible. J'ai dit « moi, j'habite en Gruyère, ça me faisait plaisir de faire ça. On apprend à connaître plein de monde. Puis là est venu l'heure de l'apéro. Et puis souvent, autour des apéritifs, eh bien la parole est plus facile. Et puis surtout, il y a peut-être moins de formalités. Ouais. Alors cet homme qui était là, conseiller national quand même, qui avait une grande carrière derrière lui, qui était président de nombreuses organisations dans le canton de Fribourg, qui était vraiment toujours très impliqué dans les associations, qui a fait beaucoup de choses pour la région. Puis on discute. Puis là, cette fois-là, j'ai remarqué, j'ai dit, tout ce qu'il dit, ça colle à ce que je pense, à ce que je ressens,
à mes convictions aussi. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de convictions. Et puis, qui avait aussi beaucoup d'humour, qui avait une culture extraordinaire, etc. Donc, j'avais vraiment l'impression, j'ai dit, là chaque fois qu'il ouvre la bouche, j'écoute parce que... Moi, ces paroles. Parce qu'il dit, ce qu'il dit, ça m'apprend... Donc, tout ce qu'il dit m'apprend quelque chose aujourd'hui. Ouais. Et après, donc, vous voyez pas pendant quelques temps, etc. Puis après, vous voyez, une fois que vous avez mangé, après, une amie. Ouais. Puis après, parce que vous voyez que vous avez aussi, tout d'un coup, aussi un peu de répondants, un peu aussi un petit peu... Et puis là, tout d'un coup, alors, véritablement, il m'a aussi donné le goût pour la politique. Il était bien entendu PLR, comme moi, mais j'ai pas envie de dire comme moi, parce qu'au moment où je l'ai connu, je ne l'étais pas du tout. Je n'étais d'ailleurs ni politicien, mais pas une brique, et ni PLR. Et puis, c'est véritablement lui qui m'avait donné un petit peu la voix. Par les premières assemblées, j'avais été notamment avec lui. Et puis, comme ça, au début, je pouvais regarder ce que lui votait pour me faire une idée. et puis, je lui demandais toujours ce qu'il votait lors d'élections ou lors de votations fédérales. Et à chaque fois avec des grandes explications que je ne comprenais pas toujours. Mais ça m'a énormément nourri. Et puis, je remercie vraiment ce que la vie m'a donné de pouvoir, le rencontrer, deux, qu'il m'ait offert son amitié. Ouais. Elle a été très précieuse pour moi. Autant à des moments où ça allait très très bien dans ma vie, où c'était peut-être plus facile que des moments où des fois ça va plus mal, que ce soit au côté privé ou bien peu importe, mais on n'a pas toujours que des hauts dans la vie. Et puis là, il a toujours été un compagnon de vie, un ami depuis une vingtaine d'années. Malheureusement aujourd'hui quitté, mais son empreinte est quand même restée, mine de rien. Ouais, c'est magnifique. Et bien sûr que c'était là une transition avec Terroir Fribourg. Quand j'ai été nommé là, il en était le président. Il était juste plus président quand j'ai été à Vacherin Fribourgeois, à l'interprofession, mais il avait bien passé le témoin. Et puis ça veut dire que voilà, les 20-25 dernières années ici que j'ai maintenant vécues sont conduites avec toujours quelqu'un un petit peu ici avec ça, c'est marrant. C'est magnifique ce que tu dis parce que déjà, je trouve que de pouvoir identifier ces personnes-là, c'est déjà pas tout le monde arrive à le faire. Et déjà de se rendre compte qu'on a eu des gens qui ont généré un déclic ou un passage, etc. Et puis, tu as quand même dit quelque chose du jeune de toi que tu étais à l'époque qui a été un week-end faire quelque chose. C'est une phrase toute simple, c'est donner avant de recevoir. Ouais. Et puis ça, je pense, tu vois, il fallait quand même, à un moment donné, on vient de parler de bénévolat, de don de soi, etc. Donner, et puis, c'est pas donner pour demain, je veux un résultat financier ou je veux quelque chose, mais c'est donner pour recevoir une expérience de vie, recevoir une leçon de vie, Et je trouve que c'est une super belle leçon. Totalement. Parce que c'est exactement ça. Si le jeune que tu étais, peut-être s'était jamais décidé à lever ses fesses pour aller donner un coup de main bénévole sur un marché, peut-être vous ne seriez jamais rencontré. C'est très certainement. Ou en tout cas, on n'aurait pas formé cette relation privilégiée. Et puis, avec beaucoup d'autres personnes, c'est souvent quand même fait que tout d'un coup, voilà, on est dans un moment où on a... Clairement. Et puis, quand on a vécu quelque chose ensemble, on ouvre toujours une voie qui est complètement différente de celle d'un milieu professionnel, séance et autres, où là, c'est pas le même rapport quand même, dans le bénévolat ou bien après, c'est pas toujours que du bénévolat, il faut aussi dire qu'on fait des rencontres bien sûr. Mais d'avoir partagé des moments, des émotions aussi. C'est des émotions au travers d'un engagement, c'est des émotions. Ça permet quand même de lier les gens. Ça forge des amitiés, qu'on le veut ou non. Après, c'est totalement. Il faut aussi faire attention, ça peut en défaire. Ah oui, il n'y a pas que du bon. On peut être des bons amis et ne pas arriver à collaborer ensemble, ou d'avoir des mauvais projets qui fait que les responsabilités sont des fois ça, c'est... mal partagées. Et c'est pas toujours que des bonnes expériences. Mais en tout cas, j'ai jamais regretté, puisqu'on peut dire peut-être aux plus jeunes qui se lancent dans la vie active, et puis qui ont des projets dès les études, le fait de s'intégrer, de rendre service. Je reçois souvent des CV pour des stagiaires, pour des emplois offres spontanés et autres. Toutes les fois quand vous devez... Alors, c'est pas uniquement parce que quelqu'un a été président, membre du comité, d'une fête et d'une autre chose, etc., ou bien fait encore du sport dans une association. J'en passe. Dans la culture,
si vous devez partager quelques personnes là qui ont encore peu d'expérience dans la vie, et puis vous devez vous dire, finalement, ils ont fait les mêmes études, ils ont le même âge, c'est quoi qui va les partager sans les connaître, c'est cet élément-là qui va faire, en tout cas dans notre secteur, où on doit avoir déjà un petit peu des bruits, c'est d'avoir quelqu'un qui s'est déjà engagé pour quelque chose. Vous voyez, un jeune de 18 ça montre un ans, trait d'esprit. un trait d'esprit de l'engagement. Complètement. Ouais. Mais comme tu le dis, il n'y a pas besoin d'être dans un comité ou d'être directeur ou quoi que ce soit, juste d'être membre de quelque chose où, entre guillemets, on va laver les tables, servir des verres et puis organiser 2-3 trucs. Enfin, ça montre déjà une motivation, une énergie, quoi. Complètement. Ouais, très juste. Je ne veux pas jouer aux vieux, aux vieux qui disent que c'était mieux, mais tu vois, il y a eu quand même une époque où quand dans une association, une organisation professionnelle ou autre, le patron vous invite à l'Assemblée générale. Alors, c'est l'Assemblée générale, c'est le soir. Et puis, bien sûr, après, il y a l'apéritif ou bien un repas, etc. Tu y vas, non seulement de bon cœur, parce que tu vas rencontrer, déjà, tu es content qu'on t'intègre à la communication de l'entreprise. 2, tu sais que tu vas y rencontrer des gens. 3, tu sais que tu vas apprendre quelque chose. Clairement. Parce qu'il y a des choses que le conseil d'administration, le président, etc., va dire, qu'ils disent peut-être pas tous les jours, etc., parce que là, il y a leurs membres qui sont là-devant. Et puis, la chose essentielle, c'est que tu vas apprendre de ça et montrer ton engagement. Ouais. Aujourd'hui, la première chose qu'on va te demander si tu invites des collaboratrices, des collaborateurs à venir à ton assemblée, c'est parce qu'on sera payé. On sera payé jusqu'à la fin de l'assemblée ou jusqu'à la fin de l'apéritif. J'en connais beaucoup qui ont ce souci là. C'est quand même assez terrible. C'est quand même assez terrible qu'on en soit là. Ouais, et le pire, c'est souvent les plus jeunes. Et on doit absolument leur faire passer le message. Ouais, c'est dans les écoles professionnelles et dans les écoles, collèges, universités. On doit apprendre aux jeunes qu'à un moment donné, tout n'est pas une heure à payer. À partir du moment où c'est toi qui apprends, que c'est toi qui... Et c'est une valeur infinie, en fait. C'est une valeur sur une vie derrière. Ouais. C'est souvent... on pense qu'on s'arrête au ce qui est écrit sur le CV et tout ça, mais en fait, toutes ces valeurs qui sont inculquées, c'est déjà, ça se voit. Comme tu le dis, entre 5 personnes, s'il y en a une qui est là, qui est présente, qui donne un coup de main, et puis les 4 autres, il n'y a pas photo. Si une fois, puis en fait, après, on évolue, on grandit, puis un jour, les rôles s'inversent, puis c'est nous qui passons du côté, on va dire, de la direction, ceux qui décident, de l'employeur, et du coup, c'est un beau message parce que c'est tellement vrai, sauf que la seule chose, c'est qu'il faut être patient. Il faut accepter que les choses prennent un peu de temps, que tout ne se fait pas en claquant des doigts. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, moi, je sais que sans les associations ou ce qu'on vient de discuter là, un bon bout de ma vie qui ne serait pas du tout la même, en fait. Ouais. C'est évident, ouais. C'est des chemins choisis à un moment donné de la vie. Ouais, magnifique. Tu m'as transmis une phrase que j'aime bien. Donc là, je vais dire 2 questions en une. Alors, ça, c'est un peu... Moi, j'aime bien chez toi, tu es quelqu'un d'entier. Et puis, tu dis, quand on veut quelque chose, on va jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu sous-entends par aller jusqu'au bout, justement, un petit peu ce côté investissement? Et la deuxième chose que j'aimerais te poser, c'est par rapport à ton parcours. Tu as eu des responsabilités de jeune. Ce serait quoi une grande leçon qui t'a marqué, ou quelque chose vraiment qui marque ton parcours, un peu une leçon de vie, ou quelque chose que tu aimerais peut-être transmettre par rapport à ça? Il y a des éléments qu'on a envie de ressortir parce qu'ils sont très positifs certaines fois, et puis d'autres qu'on a plutôt l'intention d'oublier. Puis je crois que l'être humain est fait pour arriver à oublier un tout petit peu, pas forcément complètement effacé de sa mémoire. Mais j'ai à quelques étapes, en étant jeune, puis en étant dans certaines situations, déjà dans des comités ou conseils d'administration ou autres, où il y a des vieux briscards qui sont rodés, puis qui sont 25 ans derrière, qui n'étaient pas tous toujours très accueillants pour... C'était un peu le jeu, on ne va pas lui donner la parole trop vite, de toute façon, il n'a rien à dire. Alors là, déjà, pour s'affirmer, il n'y a pas beaucoup de monde qui vous aide, qui sont bienveillants en disant prenons-le avec, c'est un jeune, il a là une... Qui ouvre les portes un petit peu. Quelqu'un qui pourrait, au lieu de vous savonner la planche, qui pourrait plutôt vous tendre une fois la chaise pour éviter de vous casser
la figure. Quelquefois, là, j'ai trouvé qu'il y avait des personnalités qui étaient extrêmement intelligentes, qui avaient un parcours extraordinaire, mais qui finalement n'étaient pas très enclins à transmettre leur savoir dans certaines organisations à des jeunes, notamment qui en veulent, qui veulent s'intégrer, qui veulent faire bien, qui ont encore le respect aussi de la fonction, le respect des aînés en disant je ne veux pas m'imposer, vous avez sûrement plus raison que moi, vous avez de l'expérience, etc. Bien, quelquefois, je dois quand même dire que j'ai été un tout petit peu désavoué, un petit peu... peut-être aussi frustré quelquefois, peut dire on me prend pas au sérieux, peut-être parce que je suis jeune, ou bien on me donne peut-être pas la place qu'on pourrait me donner. Là, je pourrais apporter plus si on voulait bien aussi m'écouter une ou deux fois. Donc, il faut commencer à faire un petit peu sa place soi-même, à devenir un peu, toujours plus fort, avoir un tout petit peu aussi oser dire les choses, même si vous dites peut-être je vais encore en dire une là, oser s'affirmer, position. Exactement. C'est pas toujours évident. Hein. Et puis dans ce cadre-là, les fois où j'ai plus regretté dans des projets ou autres, c'est les fois où j'ai justement pas été jusqu'au bout des choses, où j'ai pensé, j'ai dit là c'est faux. Ouais. Et tu t'es et puis de me dire moi je pense que c'est faux, mais lui il crie plus fort que moi, donc il doit sûrement avoir raison. Je vais pas m'imposer encore là pendant 2 heures de temps, ou bien pas avoir été jusqu'au bout pour dire je vais prouver que j'ai raison. Ou bien que je pense que on pourrait plutôt aller dans un sens ou dans un autre, ou bien que l'on fait fausse route. Et puis, ces fois-là, quand par la suite, ça s'est révélé qu'il serait... Eh ben, 2 ou 3 fois, je me suis quand même dit, ça sert à quoi de dire maintenant à moi-même? Je vais aller dire, je vais aller dire à qui que j'avais raison. Déjà, je supporte pas les gens qui font ça, je vais pas le faire. Mais même si on va pas dire aux autres, moi j'avais raison, j'avais dit... Le fait de se le dire, parce qu'on pense, nous, on dit, si j'avais dit jusqu'au bout qu'il ne fallait pas signer ça, qu'il ne fallait pas aller là-bas, qu'il ne fallait pas... Eh bien, au moins, j'aurais la satisfaction, même s'il ne m'avait pas suivi, de dire, j'ai fait tout ce que je pouvais. La force de ses convictions au moment présent. Oui. Et du coup, ce qui sous-entend aussi être droit dans ses bottes et puis savoir où on va. Et du coup, ce qui sous-entend encore autre chose que le regard des autres, des fois, quand on doit un peu friter, il faut être prêt aussi à donner son point de vue. Mais hyper important. Donc, en gros... c'est une très belle leçon parce qu'effectivement, je vois tellement de gens qui ont des regrets un peu par après ou des choses qui ne sont pas passées comme prévu. Puis en fait, quand tu identifies le processus, tu dis, mais en fait, à aucun moment tu as dit quoi que ce soit pour que ça change ou non, parce qu'en fait, on a un peu éteint une petite voix dans sa tête et puis on l'a... Exactement. Okay. Exactement. C'est un petit peu le problème aussi quand vous êtes dans des organisations, il y a beaucoup de monde qui peuvent décider, d'abord des comités, après des assemblées et autres. C'est le fait que il y a aussi, ça c'est je pense les personnalités que je supporte le moins dans ce genre d'organisation, c'est ceux qui décident à la fin en fonction du nombre ou du plus imposant. Ça peut être des fois le président, des fois c'est pas le plus leader dans le groupe, ça peut être un autre. Mais vous avez des gens avec qui vous avez discuté un projet, puis vous savez ce qu'ils pensent, mais à la fin, ils votent pas comme ce qu'ils pensent, ils votent comme ce qu'il faut voter à la fin pour pas avoir l'air d'être là dans la minorité. Puis quelques fois après, c'est encore les mêmes, parce que ça c'est les pires, qui viennent dire oui, mais ça c'est dommage qu'on n'avait pas pensé ou qu'on n'avait pas su. Puis là, à ce moment-là, tu as envie de leur dire mais je m'excuse, vous saviez, comme tout le monde, comme la majorité, qu'il fallait refuser ou aller. Et puis, vous avez pas soutenu par manque de courage. Par manque de courage. Puis ça, c'est le pire dans les organisations. C'est le pire. Du coup, pour parler un petit peu du comptoir gruyérien, même pas en parler qu'un petit peu, on va parler clairement de toute cette organisation, cet événement, aussi ce que représente un comptoir en 2026, parce que les choses changent. On n'est plus dans les années 80 ni dans les années 2000. Peut-être pour commencer, juste pour poser les cartes, le comptoir gruyérien, en quelques mots, c'est quoi? Juste pour vraiment... Le comptoir gruyérien a été imaginé pour être la vitrine de l'économie du sud du canton de Fribourg
Et ça reste au centre de nos préoccupations. Les exposants, les entreprises du sud du canton de Fribourg sont au centre de notre préoccupation. Parce que c'est clair, si on cherche à avoir des visiteurs, c'est pour qu'elle leur apporte certainement des affaires, pour que ça fasse vivre la région. Et puis pour y arriver, il y a tout le côté festif qui est autour, qu'on doit mettre en place, qui est notre rôle, qui passe aussi aujourd'hui par la publicité, qui passe par la programmation. Il faut avoir un intérêt particulier parce qu'au jour où les gens se satisfont aujourd'hui de tellement de loisirs et d'offres, c'est plus du tout comme à l'époque. On peut rappeler qu'en 1987, l'idée c'était quand même d'occuper le terrain pendant un moment de l'année où on gruait en automne, vacances de la Toussaint, parce qu'ils se disaient mais ces pauvres gruériens à la Toussaint, ils ne savent pas quoi faire. Puis aujourd'hui, les aéroports sont bondés à la Toussaint, ce qui m'en vient à dire qu'on sera pour la première fois pas pendant la période des vacances scolaires. Donc on est en période active et pour les écoliers et pour les entreprises, et que nous bénéficierons malheureusement pas d'un jour férié pendant la semaine, puisqu'on est là le 1er novembre sur le dernier jour du comptoir, le dimanche. Du 22 au 22 octobre au 1er novembre 2026. Exactement. Alors, ce qui va changer pour combler un tout petit peu ça, c'est qu'on va démarrer le jeudi soir et puis le vendredi matin. Donc, inauguration le jeudi après le travail, après l'école pour les étudiants, et puis avec l'ouverture des bars, et puis déjà une soirée là qui se promet d'être certainement on va certainement l'appeler le jeudi de l'année en 2026. On se réjouit de ce moment-là et puis d'ouvrir là. Et puis aussi, il faut dire que étant donné que les gens aujourd'hui partent passablement en vacances pendant les vacances de Noël, les vacances de la Toussaint, excusez-moi, eh bien, on a des entreprises qui nous disent « Mais nous, on veut inviter nos collaborateurs ou nos clients, mais ils ne sont pas là, ils sont tous en vacances. » Puis après, vous avez encore ceux qui sont partis avec leurs enfants, et puis les enfants qui ne sont pas là. Alors, on a décidé d'avoir un programme très attractif pour les jeunes. Trop bien. On vise notamment les moins de 16 ans. Pour la première fois de l'histoire, le comptoir sera gratuit pour les moins de 16 ans. C'est une sacrée info. J'allais y venir justement, mais clairement une sacrée info. Sacrée info. Et on se réjouit aussi d'avoir un programme pour les CO qui est lié aux entreprises et leurs métiers. Pour que les entreprises, pendant ces journées, présentent leur métier, ne se présentent pas par finalement secteur d'emploi, mais se présentent en tant qu'entreprise. Beaucoup de groupes n'ont pas qu'un seul apprenti par exemple dans le sanitaire ou bien dans l'électricité ou bien dans la construction. Ils vont avoir des employés de commerce, ils vont avoir des gens dans la télécommunication, mais aussi avoir des gens dans le dessin, comme dans les parties beaucoup plus techniques. Ils engagent des étudiants, mais ils engagent aussi des jeunes apprentis. Donc, ils vont se présenter en tant qu'entreprise à ce jeune public plutôt que par métier. On sent beaucoup d'intérêt de la part notamment des plus grandes entreprises de la région qui seront exposantes. Surtout aussi par rapport à la préoccupation, je pense, des parents, parce que c'est aussi quand même donc, on peut dire aujourd'hui qu'une des grandes nouveautés, c'est que les familles pourront venir, les jeunes pourront découvrir certainement plein d'entreprises. Ça, c'est aussi c'est une manière que je trouve hyper intéressante, ce que tu viens de dire l'entreprise n'est pas qu'un métier spécifique, mais est une constellation de métiers. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de rencontrer les gens, de voir comment ça se passe, d'être rassuré, de comprendre aussi ce qui se passe dans une boîte. Et puis après, avec tout ce qu'offre le comptoir à côté, c'est vrai qu'il y aura une sorte d'offre 360 pour les familles aussi. Donc, complètement. Et on voit aussi que ce public, bien sûr, on veut lui offrir l'entrée, puis finalement lui offrir un programme. Il faut avoir un réel intérêt pour les moins de 16 ans. Il y aura aussi une partie loisir pour eux qui sera ludique. Ils pourront finalement aussi découvrir des thématiques qui seront en lien avec le mouvement, plus que le thème du prochain comptoir est une région en mouvement. Oui, alors merci. Tu me déclenches ma prochaine question. Tu parles souvent de plateformes de dialogue. Et du coup, effectivement, la thématique du prochain comptoir, c'est une région en mouvement. Concrètement, c'est un concept un peu vague. Ça veut dire quoi, une région en mouvement ? C'est quoi, au final, dialoguer aujourd'hui dans un événement comme un comptoir ?
C'est une très bonne remarque parce que cette thématique du mouvement a été choisie spécialement pour 2026. La Gruyère, la région là, du canton de Fribourg, le sud, est là en train de vivre une mue qui est peut-être la plus importante de son histoire ou une des plus importantes. On sait aussi que la démographie la plus galopante est ici chez nous. L'arrivée d'un certain nombre d'entreprises, comme on le sait, développe bien sûr ça. Alors, on se retrouve un petit peu ici dans une situation où on a des Gruyériens qui ont grandi là, qui sont peut-être nostalgiques d'une enfance ou d'un autre temps où il n'y avait pas d'immeuble dans ce coin-là, où on allait faire de la luge dans ce coin-là, et puis on a leur vélo dans ce coin-là, puis quand on a des entreprises et des immeubles, et puis qu'on n'est plus à un seul CO où toute la Gruyère se retrouve, mais bientôt au quatrième, et où on a l'impression d'être un peu dépassé par les événements, et puis où on a aussi l'impression que cette nouvelle population qui arrive, on ne la connaît pas. Ouais. Et c'est le rôle d'un comptoir qui est la vitrine de l'économie, d'être la vitrine de l'économie qui est là, qui est là depuis toujours, puisque nos exposants sont uniquement des sociétaires de la société coopérative du comptoir. Donc, ils sont ici, ils sont dans l'appartenance de cette manifestation, mais c'est de faire venir les nouvelles entreprises qui s'installent, c'est aussi qu'elles puissent venir se présenter, montrer qu'elles sont là, qu'elles apportent une plus-value, etc. Et puis, pour ces nouveaux citoyens de la Gruyère, c'est pas simplement d'être une cité où on vient travailler, où on va faire ces courses-là dans la grande distribution, c'est de venir apprendre à connaître la culture de la région, puisqu'elle est largement mis là en démonstration au comptoir, d'apprendre à connaître les acteurs économiques, les politiques qui sont présents sur place. Les traditions aussi. Les traditions en font partie. Ouais. Et puis, c'est finalement le grand Raoult, tous les 4 ans, qui doit davantage permettre ce lien entre la population autochtone, là, des Gruyériens de souche qui, eux, on sait, ils vont venir au comptoir parce qu'ils savent que c'est une fête magnifique et puis qu'on va rencontrer plein de gens qu'on connaît et puis que les rencontres sont toujours chaleureuses et puis que les moments sont bons dans un comptoir gruyérien tel qu'on le connaît. Il y a toujours eu cette ambiance qui était assez... finalement, oui, puis même amicale, chaleureuse, très particulière au comptoir. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on travaille quand même. Hein, il y a les gens qui viennent tous les matins là, et puis il y a cette partie où, il y a aussi toute cette partie conviviale où on y mange, on y boit, on y danse, et puis ça, on veut vraiment le garder. Mais si on veut parler d'une Gruyère en mouvement, ça veut dire qu'on ne doit pas faire un comptoir uniquement pour les Gruyériens qui étaient déjà nés en 1980 et puis bien d'une famille qui s'appelle avec un nom de... ce comptoir doit évoluer. Ouais. Sinon, il n'existera tout simplement plus. Une sorte de pont entre le passé, le présent et le futur. Quoi. Totalement. Puis ce mouvement, on a un peu voulu... Alors bien sûr, il peut être après... Mais il y a l'histoire de la jeunesse, c'est le mouvement... La métamorphose de notre région. La démographie, les entreprises. C'est le mouvement. Clairement. Et puis dans la communication, eh bien, là, on va aussi pouvoir mettre finalement l'image du comptoir. Imager le concept. Totalement. Magnifique. Totalement. C'est quand même... alors, j'ai pas les chiffres, peut-être tu pourrais m'en dire un ou deux, mais c'est quand même une énorme organisation. C'est un gros événement. C'est quoi aujourd'hui les plus gros défis d'organiser une manifestation de cette ampleur? C'est un budget de près de 3 millions pour le comptoir. Okay. Comme je l'ai dit précédemment, c'est que des bénévoles qui sont là dans l'organisation, aussi des responsabilités. Hein. Et puis après, vous avez tout ce qui se passe à l'intérieur du comptoir, donc les bars des sociétés, des trucs de loisirs, des restaurants et autres, où il y a d'innombrables bénévoles qui sont là aussi pour leur propre société, pour leur propre compte. Donc c'est tout d'un coup là toute une région qui s'engage pour ça. Alors, un des enjeux maintenant en 2026, c'est quand même de trouver des jeunes, de trouver des gens qui s'engagent, qui s'investissent pour organiser quelque chose. Je dois quand même dire que c'est avec une grande satisfaction qu'on voit que autant c'est très dur, on entend partout, oui, ça commence, c'est dur de trouver des gens, c'est dur de trouver des gens qui s'engagent, prendre des tâches, etc. Là, pour le moment, je dois quand même dire que dans les sociétés, chez les membres du comité, etc., on a trouvé les personnes, et puis avec même des personnes avec de l'enthousiasme qui veulent. Je pense que
comptoir fait partie L'ADN. de l'ADN des Gruyériens, puis on dit non, ça je fais. Puis en plus de ça, il y a un gros avantage, c'est que c'est une fois, c'est tous les 4 ans, puis après, une fois que vous avez fini là, vous passez à autre chose quelques années, puis après vous recommencez. C'est vrai. Puis vous faites autre chose. Donc ça, c'est peut-être aussi le grand avantage. On a aussi eu quand même un bon accueil de la part des grandes entreprises et des plus petites d'ailleurs, mais pour le sponsoring, pour l'ouverture à financer le comptoir. On est à un peu moins de 10% du financement du comptoir qui passe par le sponsoring, par les partenariats. Et puis maintenant, on est dans la phase des exposants. Ouais. Alors, quand vous commencez 3 ans avant une édition à réfléchir à un comptoir, vous vous dites quel sera le défi dans 3 ans, quelle sera l'économie de la région. Ouais. Est-ce que les gens auront de l'argent pour investir? Ça coûte cher, il faut payer les surfaces, c'est une chose, mais les ressources humaines pour y travailler, certainement quelques goodies ou quelques verres que vous allez offrir là pendant la semaine, des offres promotionnelles, ça on sait que ça marche toujours bien. Sûr. Des concours, donc pour les entreprises, c'est quand même une présence qui coûte, mais c'est un investissement pour la plupart, en tout cas pour ceux avec qui je discute, qui en vaut vraiment la peine, dans le sens où c'est vraiment très naturellement que les affaires se font. Parce que vous voyez du monde, parce que vous n'avez pas besoin de là. Dans une ère où on reçoit tellement d'informations, dans la boîte aux lettres, sur son email, etc., pour finir, tout passe à la poubelle parce que... J'allais dire, vous n'avez pas ressenti une sorte de frilosité justement par rapport à cette projection dans X années où on en sera, tout évolue vite, etc. Donc, vous êtes plutôt content au final du retour que vous avez aujourd'hui des exposants. Et on a plutôt l'impression que justement le fait d'avoir une manifestation, de se présenter d'une manière physique, d'avoir un contact direct, c'est un peu paradoxal. À l'ère où on peut tout faire par le digital aujourd'hui, il faut des influenceurs sur Instagram, etc. Et bien là, on a plutôt des entreprises qui disent non, mais en fait, on a un manque cruel de rencontres et puis de dialogue, etc. Et ça, c'est plutôt en la faveur d'un comptoir, parce que, en tout cas comme le nôtre, parce que l'intérêt est là de la part des entreprises, on peut dire. Et ce qui est vraiment très agréable de voir, c'est qu'il y a des nouvelles entreprises qui ont un commerce international, qui ont des positions, etc., qui veulent et qui seront exposantes. Des PME qui ont presque toujours participé depuis 1987, historique, elles sont là, elles reviennent, etc. Elles savent pourquoi elles viennent, elles vont faire certainement le même stand, etc. Donc voilà. Des autres, des plus petites qui vont aussi arriver pour la première fois. Donc il y a vraiment, quand on parle de la vitrine de l'économie, c'est pas seulement les grands qu'on voit déjà au bord des routes avec des panneaux luminaires, c'est pas que les petits. Et puis surtout une chose qu'on est les seuls à avoir, c'est que vu que les exposants doivent être membres du comptoir, c'est que des entreprises qui sont là. Ça veut dire que si vous faites une affaire pour votre nouveau salon ou bien pour prendre une lampe dans votre cuisine, l'entreprise qui vous a fait ça, 2 ou 3 jours après, elle vient chez vous. Et puis le bus, vous le connaissez, le numéro de plaque, il est fribourgeois. Puis s'ils vous font quelque chose qui ne joue pas, et ben vous savez où le retrouver. Ce n'est pas une boîte française que vous avez connue... France. Non. Une autre qui n'a aucune. Elle peut être à Lausanne comme à Genève, c'est égal. Mais ce n'est pas quelqu'un que vous allez plus reconnaître. Mais quand vous téléphonez au service après-vente, elle a déjà une fois fait faillite et puis qu'elle n'est plus là. C'est des gens, si vous soutenez aussi ce tissu. Et ça, mine de rien, je peux prédire qu'en 2026, plus que jamais, ce sentiment d'appartenance du local, de dire, et on le voit aujourd'hui. L'économie, c'est compliqué, c'est dur, les marges sont faibles, la concurrence est très rude, il y a beaucoup de monde. Et puis, c'est compliqué pour beaucoup de secteurs économiques. Et nous aussi, on doit déjà, de temps en temps, on doit se soucier du fait que nous-mêmes, de temps en temps, quand on est payé, il y a aussi un franc qui est venu depuis le voisin, l'entreprise voisine, etc. Toujours indirectement, on n'est pas obligé d'être un salarié pour en bénéficier. Et puis des fois, c'est notre voisin. Et puis le jour où sa boîte, elle ferme parce qu'elle a fait faillite ou bien que son centre d'intérêt, elle part parce qu'elle a été rachetée. Ce franc, il est plus ici. Il arrive à la fin plus chez vous. Et ça, le comptoir doit aussi soutenir cette économie pour la mettre en avant. Pas que par les exposants, mais aussi envers les sociétaires et puis envers les services. Parce que c'est aussi l'occasion de réunir les gens
pour des conférences, pour des exposés, etc. Donc, pour parler de thématiques, et puis ça, on aimerait vraiment remettre au goût du jour. C'est quelque chose qui ne s'est pas fait lors des derniers comptoirs. Ouais. Je pense que certains secteurs aient moins d'intérêt à ce moment-là. Aujourd'hui, on aimerait remettre au goût du jour les thématiques par journée pour avoir vraiment un fil rouge sur chaque jour. Ouais, intéressant. Et je peux déjà dire qu'il y aura par exemple la journée de l'immobilier, qu'il y aura la journée de la construction, qu'il y aura la journée de la mobilité, qu'il y aura la journée de l'agriculture, comme la journée du patrimoine par exemple, pour en citer que quelques-unes. Ouais. Mais il y aura des journées où il y aura des thèmes intéressants qui vont pouvoir aussi, je pense, en fonction des journées, finalement intéresser un certain public à chaque fois. C'est un peu une forme de... Enfin, ma question, c'est plutôt... Est-ce que vous arrivez à mettre un petit peu de l'innovation, de la modernité justement dans ces concepts-là? Alors tu viens de le dire, il y a des changements. D'ailleurs, l'innovation des fois vient juste par des changements de paramétrage légers. Donc des journées à thème. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, des nouveautés comme par exemple les piliers. Oui, on peut aussi peut-être en toucher un mot. À quoi ça sert? Et donc les piliers du comptoir. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être deux, trois choses comme ça qui sont des nouveautés, des innovations, des choses qui pourraient intéresser aussi un petit peu les gens qui s'intéressent de près ou de loin au comptoir gruyérien. Alors, les piliers du comptoir, par exemple, est un groupe de personnes, de chefs d'entreprise, de collectifs, d'institutions, etc., qui, par leur activité, ne sont pas forcément exposants, parce qu'ils n'ont pas l'intérêt, ils ne sont peut-être pas sponsors dans les grandes affiches, etc., parce qu'ils n'en ont pas peut-être les moyens, ou en tout cas pas un intérêt très local de faire de la publicité d'envergure. Et puis, par contre, ils sont gruyériens ou fribourgeois, ou même au-delà, on a de l'intérêt d'autres qui disent, mais moi, je tiens à cet événement, et si je peux faire quelque chose, je le fais. Et puis, quelqu'un nous disait déjà ça avant. On a dit, mais on veut les mettre où ils veulent nous soutenir. Je ne peux pas leur envoyer un bulletin de versement et simplement dire on n'est pas non plus là dans une institution de social ou quoi que ce soit. C'est pas un souper de soutien. Donc on a dit il faut qu'on fasse quelque chose de clair avec ces gens. Puis on a lancé ces piliers du comptoir qui visent justement à pouvoir soutenir le comptoir et puis pour soutenir un événement lors du comptoir où on pourra dire les piliers du comptoir vous ont offert à la population de la région à un moment donné une prestation. Donc ici, on a de l'intérêt surtout des indépendants finalement qui disent c'est le bon moyen pour moi de soutenir le comptoir. Mais qui sont, même si beaucoup on le sait, mais il ne faut pas oublier que notre économie tient par 80% des PME et que les indépendants et que les sociétés en dessous de 5 personnes sont un sacré bout de notre économie aussi. Ouais. Et donc je trouve que c'est bien d'avoir justement, comme tu disais, le côté, on a des grosses boîtes, on a des PME et on a aussi des indépendants. Ouais. Et il y en a un peu pour tout le monde. Oui. Et on va les mettre en valeur, eux, donc par l'inscription sur des véritables piliers qui seront à l'entrée du comptoir et puis qui pourront dire, voilà, cet élément, cette journée ou cette animation a été offerte par les piliers du comptoir. C'est aussi un petit peu une manière de montrer que les gens qui font tourner l'économie offrent à la population. Mm-hmm. Ça, ce sera finalement des entreprises qui donnent et puis qui attendent rien en retour. Nouveau, une forme de bénévolat. C'est de soutien. Totalement une forme de bénévolat. Totalement. Trop bien. Du coup, par rapport peut-être aussi, on va parler un petit peu des thématiques futures, le comptoir qui arrive, il y en aura de nouveau un 4 ans plus tard. On est dans une région, comme tu l'as dit avant, qui bouge énormément. Qu'est-ce qu'on peut faire tu as déjà un petit peu répondu, mais individuellement ou collectivement, pour accompagner au final cette mutation régionale? C'est difficile, c'est quand même difficile à dire ce que chacun peut faire parce que c'est des pensées un peu plus personnelles, individuelles. Ouais. Moi, je pense ainsi, un autre pensera autrement. Moi, je crois quand même qu'on doit s'engager. On peut pas simplement regarder les trains qui passent et puis dire moi, j'aime pas ce que ma région devient ou
ça va pas comme ça, ou disons pleurnicher avec son voisin, avec son copain de bistrot, ou bien je sais pas où, ou bien sur les réseaux sociaux, je pense encore le pire, va pas beaucoup faire avancer les choses. Ouais. Alors, il faut être un acteur de cette transition. Il y en a qui vont en profiter. Dans l'économie notamment, des entreprises, ça fera augmenter un certain nombre de choses, dans le commerce aussi, hein. Ça c'est clair. Bon, peut-être que le premier bénéficiaire aujourd'hui à court terme, c'est encore l'immobilier, et puis tout le monde n'est pas propriétaire à quelque chose à vendre. Alors, je peux aussi imaginer que celui qui n'a pas d'appartement, de terrain et autres à vendre, et puis ne travaille pas là dans une entreprise de région, se dit, moi, par les ennuis d'une augmentation de cette population ouvrière, j'y vois pas beaucoup d'intérêt. Mais disons de manière plus large, on doit quand même essayer de garder notre qualité de vie, parce que je pense que la Gruyère est vraiment réputée pour ça. Le cadre, hein, là, c'est clair. Là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Gruyériens lorsqu'ils reviennent en vacances qui se réjouissent quand même pas de voir à quel point c'est qualitatif chez nous. Ouais, c'est vrai. De partir de la maison, d'aller là à pied, en vélo, de pouvoir se balader, on ne va pas rechercher un poumon d'air à quelque part, on l'a là autour de nous, même en ville. Mais je pense quand même que les gens doivent s'investir dans les organisations, doivent s'investir pour trouver des solutions, trouver des financements, doivent s'investir en politique pour prendre des décisions, doivent s'investir, doivent s'engager pour essayer finalement pas de diriger les choses, mais d'amener les choses aussi un petit peu comme bouger les choses. Faire bouger les choses. Un monde en mouvement. Je me permets de reprendre 2-3 phrases que tu nous as écrites en off, parce que je les ai trouvées vraiment représentatives de ton caractère et de ce que tu penses. Et peut-être que on finira aussi le podcast là-dessus. J'en lis juste 2-3. Donc, entreprendre avec le cœur et avec conviction. Quand on veut quelque chose, on va jusqu'au bout. Ça, on en a parlé. Le manque de courage et la prise de décision. On n'ose plus vraiment faire les choses. On essaye plus et on bloque à la prise de risque des entrepreneurs. Ça, je trouve que c'est une thématique qui est tellement juste aujourd'hui, je vois, par rapport à, effectivement, beaucoup de barrières dès qu'on veut faire quelque chose. Et lorsqu'il fait beau, tout le monde marche avec vous. Avec les nuages, c'est bien différent. Et la dernière, croire à sa propre chance, travailler avec ses tripes, ne pas avoir peur de suivre la minorité si c'est notre conviction. Et je tenais à lire ces phrases-là parce que je les trouve vraiment représentatives de ce que tu représentes. Et je tiens aussi à dire qu'avant, on parlait de quelqu'un qui t'a inspiré, tout ça. Et toi, tu sais qu'à l'inverse, moi, quand j'étais plus jeune, tu m'avais aussi beaucoup inspiré dans mon parcours associatif. Peut-être pour finir, justement, j'adore finir avec ça. Si tu devais, par rapport à ce que je viens de dire, ou toi, personnellement, transmettre quelque chose vraiment qui te tient à cœur, quelque chose, voilà, soit pour les jeunes, pour les entrepreneurs, pour qui tu veux, ça m'est égal, mais quelque chose qui te tient à cœur, ce serait quoi le message que tu aimerais dire pour la fin? Quelque chose que j'aimerais beaucoup, qui change aujourd'hui, que j'aime de moins en moins, c'est ce manque de courage, de prise de risque. Bientôt tous les jours, je l'entends. Alors, pour les banques, c'est la FINMA qui les empêche de faire quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas si elles auront encore un intérêt une fois de financer une entreprise ou bien une jeune entreprise. Tout le monde est là une fois que vous gagnez des millions. Avant, il n'y a personne. Après, si vous organisez quelque chose et que vous avez besoin d'autorisation, d'accès, etc., la politique se cache toujours derrière des articles et des recours. Et puis, il ne faut surtout pas prendre trop de risques, parce qu'après, encore ceux-ci qui pourraient dire ça ou ceux-ci qui pourraient dire ça. Et puis, finalement, cette prise de risque, de temps en temps, qui dit « on a décidé, j'ai décidé, on va ensemble, est-ce qu'on prend ce risque ?» Oui, on le prend. On le prend tous, on avance. On permet d'avancer et ça permet de faire des choses extraordinaires. Ouais, c'est vrai. Et puis de temps en temps, il y a un échec. Bien sûr qu'il y a des échecs. Mais si on est dans une société où il n'y a plus de risques, parce qu'il faut attendre que tout le monde soit éventuellement d'accord, parce qu'une fois ça amène 2 voitures de plus, une autre fois il faut couper un arbre, une autre fois c'est trop près de la route. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Depuis des décennies, les conseillers communaux ont bientôt plus d'autorité parce qu'ils doivent se référer soit au canton, soit à la préfecture, soit même à la confédération si on est hors zone. Donc, ils n'ont plus de respect. Plus qu'ils n'ont plus d'autorité, ils n'ont plus le respect de la population. On en devient bientôt la même chose avec des autorités d'ordre cantonal, etc. Et puis, on arrive à se plaindre, on dit, pourquoi il n'y a plus...
Pourquoi il n'y a plus le respect? Pourquoi il n'y a plus la possibilité de décider? Parce qu'on a fait des lois et des règlements de manière à ce que plus personne puisse décider. Et puis à la fin, c'est qui doit décider? C'est des juges. Puis quand c'est des juges, il faut des années pour pouvoir le faire. Ouais. Donc ça, aujourd'hui, par rapport à nous, notre génération, aux plus jeunes, je me dis qu'il y a une sérieuse prise en main, prise de conscience qu'on devrait avoir, mais politiquement, à mon avis quand même, c'est de pouvoir dire, mais quand les lois, elles ont été trop loin, ou bien quand on a mis un carcan qui était trop serré, ça c'est le libéral qui parle, c'est qu'à un moment donné, ça coince tout le monde et ça bloque, ça entrave les gens dans leur esprit d'initiative. Mais après on dit oui, mais les jeunes, ils ont moins de cet esprit d'entrepreneur, ils prennent moins. Mais ils ne peuvent pas parce que personne ne leur a fait confiance, personne ne les a laissés prendre ce risque. Même pas quand il fallait prêter 2 francs une fois, alors qu'on risquait même pas d'en perdre 4. Donc, à un moment donné, cette prise de risque, et puis nous, pour faire le parallèle au comptoir, on la ressent parce qu'on a de moins en moins des gens avec qui vous pouviez discuter, puis dire est-ce que tu nous soutiens, est-ce qu'on peut aller là-devant. Puis quand il y avait des personnes qui pouvaient dire à l'époque, oui, je te serre la main, on verra bien, mais on va faire. On fait confiance, prenons le risque. Aujourd'hui, c'est toujours, alors on a bien pris note et puis on va regarder. Parce qu'il va falloir, vous allez vous référer à des juristes, après vous allez vous référer à des tiers, etc. Parce que vous n'osez pas dire vous-même, oui, on va, peut-être qu'on est un petit peu sur la ligne, mais on prend cette voie, on y va. Et bien, ça, vu que c'est un podcast où on parle des entrepreneurs, et puis que je trouve quand même que les entrepreneurs méritent notre soutien parce qu'ils prennent des risques. Et puis, c'est trop facile quand les gens ont échoué de les montrer du doigt puis de dire « t'as vu, il a échoué », et puis même encore des pages dans les journaux s'il faut. Alors que pendant les 40 ans, les 30 ans, les 50 ou les 100 ans où ils ont réussi et puis qu'ils ont fait avancer toute la région, etc., on n'en parle pas pendant qu'il faut avancer. Puis ça, des fois, ça me déçoit un petit peu à l'heure là où on parle, c'est que pas dire qu'on se réjouit du mauvais sort des autres ni quoi que ce soit, je pense que ce n'est pas le cas, mais en tout cas de se dire, mais on peut faire quoi, nous, individuellement, qu'on soit engagé en politique, dans l'économie ou bien dans les organisations tous les jours. On n'est pas toujours obligé d'être celui qui prend la décision. Quand vous êtes dans un comité et puis que vous avez des sponsors et autres, vous organisez même à des très petites échelles, comité, une société locale, etc. Maintenant, on va organiser le repas de soutien. Et puis, vous avez les entreprises qui vous ont souvent soutenu, mais par quelques 100 francs. C'est pas grave, mais il y a 20 ans qu'elles vous soutiennent. Ouais. Et puis, le jour où vous faites quelque chose, alors vous allez acheter des chips, je sais pas où, et puis vous vous dites, la bière, c'est quand même pas un problème si elle vient de l'autre bout de la planète. Rendez l'appareil à ceux qui vous soutiennent aussi. Peut-être aussi rendre l'appareil. Ouais. Puis ça, tout le monde, à n'importe quel niveau, est capable de discernement et peut dire je dois imprimer une feuille, je peux l'imprimer avec l'entreprise qui imprime là, avant de simplement devoir dire c'est quoi, on n'a plus d'imprimerie, on n'a plus de magasin, on n'a plus d'imprimerie, on n'a plus de restaurant. Il faudrait aller pour ça. Et ça, c'est peut-être le mot que je pourrais dire, c'est être conséquent avec ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on vote, etc. Mais d'être conséquent quand c'est aussi quelque chose qu'on fait seul, et puis qu'on dit là, je suis là, personne ne me voit, j'ose peut-être faire autrement. Non, c'est être conséquent pour garder en tête ce qu'on a dit, et puis ce qu'on finalement, on aimerait que les gens nous suivent, ou bien on ne pensera jamais tous la même chose. Mais si on fait ce qu'on dit, c'est plus facile d'être suivi quand même. Ça peut-être qu'on peut finir là-dessus. Magnifique. Écoute, merci infiniment. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi. Et du coup, voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup. Parfait, merci. À bientôt. À bientôt, Maxime. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud, où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao.